Je suis Constance Carpanèse et vous écoutez Point d'écoute, le podcast du Bota Bota Spa sur l'eau. Un merci tout particulier à l'Hôtel Gold qui a permis en partie l'enregistrement de cet épisode. C'est le 17 janvier 2020 que je me suis assise avec Vanessa DL à l'Hôtel Gold. Sorcière, enseignante en astrologie et en yoga, Vanessa applique avec intelligence le langage de l'ésotérisme à travers ses pratiques quotidiennes. De ses voyages au Rwanda et au Pérou, elle construit avec minutie son chemin, dans l'espoir d'offrir des outils à celles et ceux en quête de pistes de réflexion. L'utilisation de boussoles afin de naviguer les eaux d'une vie en constante évolution. Voici son histoire. Ok, bon bah c'est parti. Bonjour Vanessa. Allô. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Ça fait plaisir. Alors, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. On va parler de toi, déjà de ta personne, de qui tu es. Donc, je suis un peu allée glaner des informations avant de te rencontrer sur ton site web. Mm-hmm. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est tes études. Ouais. Parce que je savais donc que tu étais prof de yoga et que tu aussi enseignais l'astrologie. Et donc, j'ai vu que tu avais fait des études de conflit et de droit humain à l'université d'Ottawa. Et tout de suite, je me suis dit, c'est marrant comme choix. Ouais, c'est rare qu'on me questionne là-dessus, en plus. Très, très c'est rare. Ça, donc je voulais savoir pourquoi ce choix? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, après le secondaire, je rentre au cégep. J'ai détesté le cégep, personnellement. Okay. J'ai trouvé ça super difficile. J'avais vraiment de la misère à trouver ma place, trouver ma voie. Ça a été une période où est-ce que je me suis vraiment perdue, où est-ce que j'ai eu énormément de troubles anxieux, puis j'avais juste hâte de quitter le cégep. Donc, j'ai décidé de ne pas terminer le cégep, mais je voulais poursuivre mes études. Fait que la solution, c'était d'aller étudier à l'extérieur du Québec parce que tu peux aller à l'Université d'Ottawa vu que le système scolaire est pas tout à fait le même. Okay. Donc, je pouvais skipper, dans le fond, l'obtention de mon DEC pour aller directement à l'université. Donc, je regardais les différents bacs qui pouvaient m'intéresser. Puis, il y avait communication, sciences politiques qui m'intéressaient parce que dans ce temps-là, j'étais super impliquée et intéressée par la politique. Puis, je suis tombée sur ce bac-là, études de conflits et droits humains, qui est un bac spécialisé en sciences sociales. Puis, je pense que ce qui m'a vraiment attirée, c'est un des cours qui était un voyage d'études terrain au Rwanda, où est-ce qu'on allait étudier la reconstruction de la paix, parce que, quand on dit études de conflits et droits humains, c'est d'étudier les génocides, le terrorisme, les massacres politiques, tous ces sujets légers et très intéressants, par contre. Là. Oui. Fait que je pense que c'est vraiment le cours au Rwanda qui m'a attirée, puis qui a comme ouvert une porte pour moi où est-ce que je me suis dit c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Dans ce temps-là, je pense que mon but, c'était de faire une différence, de travailler plus en aide humanitaire ou en développement international, en relations internationales. Puis, je trouvais que c'était un angle qui était intéressant. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans. J'ai adoré mon bac. Ça a été super intéressant. Très formateur aussi. J'ai appris beaucoup sur la nature humaine parce que, c'est un bac qui est vraiment très diversifié. Fait qu'on fait autant de droit que de sociologie, que de philosophie, parce que quand on parle de droit, il y a énormément de philo là-dedans. Fait que ça m'a beaucoup formée en tant que personne. Mais après le cours au Rwanda, c'est là que j'ai réalisé que c'était une mentalité très blanche et colonialiste de penser qu'on pouvait aller dans un pays comme ça puis de changer le monde. Bien sûr. Fait que c'est en même temps que j'ai trouvé le yoga, que je me suis mis à pratiquer, puis je me suis dit, tu vois, si je veux faire une différence, je pense que je suis mieux de commencer par moi, par ma communauté, puis de voir comment est-ce que je peux avoir un impact ensuite sur le collectif, peut-être dans un sens un peu plus large. Oui, bien sûr. Est-ce que, donc, tu es allée au Rwanda? Je l'ai fait, ce cours-là. OK. C'était mon but, et je pense que j'ai fait ce bac-là pour ce voyage-là, parce que je me serais pas vue, je pense, voyager là-bas sans le support et la structure que t'offre un cours d'études terrain. Puis, dans le fond, c'était des cours universitaires, mais par des profs rwandais, donc on allait là-bas pour étudier. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ça a été un super beau voyage et j'ai adoré le Rwanda. C'est un magnifique pays, autant pour sa culture, pour la chaleur de ses gens,
pour juste la vue. C'est le pays des 1000 collines, c'est magnifique, la nature est trop belle. J'ai adoré mon expérience. Incroyable. Et t'es resté combien de temps là-bas? 1 mois. 1 mois, d'accord. Ouais. Ah oui, parce qu'effectivement, quand on parle du Rwanda comme ça, c'est pas du tout l'image qu'on se fait, malheureusement. C'est dommage parce que c'est un des pays où est-ce que je me suis sentie le plus en sécurité de voyager. On a cette image-là, mes parents capotaient, mon Dieu. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais au Rwanda, les pauvres, ils ont fait tous les temps. Mais finalement, c'était super sécuritaire. Puis je pense que c'est un des efforts que fait le Rwanda en ce moment, c'est d'essayer de se rebâtir, de rebâtir le tourisme aussi. Puis, tu sais, s'il y a des gens qui pensent à voyager en Afrique, le Rwanda, c'est une culture très particulière africaine qui ressemble pas à aucun autre pays en Afrique. Et je pense que ça vaut absolument le détour. C'est intéressant de parler, oui, de pays en reconstruction. Il y a pas mal de pays comme ça, comme l'Iran, par exemple, qui... Oui, effectivement, il y a encore des zones très, très dangereuses, etc. Mais c'est des pays avec une population et des peuples qui sont prêts à s'ouvrir et qui sont prêts à accueillir les étrangers. Qui ont le goût aussi. Tu sais, ils veulent changer un peu l'image qui a été transmise dans les médias parce que c'est juste de ça qu'on parle. Tu en as un peu parlé, mais suite à ce cheminement d'études, qu'est-ce qui t'a fait justement cheminer vers le yoga et l'astrologie? Un médecin. C'est un docteur qui me prescrit des cours de yoga et un livre de méditation pleine conscience parce que je suis de nature très anxieuse, puis je dirais même à tendance dépressive un peu. J'ai été diagnostiquée avec ma première dépression à 8 ans. Okay. Donc, ça fait partie un peu de mon background. Puis, quand je suis sortie du secondaire, ça a été une période de grande instabilité pour moi qui a amené un crash émotionnel, santé mentale. J'ai développé des troubles obsessifs compulsifs aussi à l'université. Donc, j'étais sous médication. Je suis allée voir le médecin à l'Université d'Ottawa qui était sur le campus pour lui demander d'augmenter ma dose. Puis sa réaction, ça a été de dire « Avant de l'augmenter, je te conseille d'aller faire des cours de yoga, puis lis ce livre-là, puis essaye d'autres outils. » Chose qu'on m'avait jamais proposée avant. Donc, je suis allée un peu de reculons parce que, bon, j'étais vraiment pas dans le yoga à ce moment-là. J'ai été faire un premier cours de yoga, j'ai détesté ça. J'ai vraiment pas aimé ma première expérience. C'était un bon cours, j'étais juste fermée, je pense. Puis, c'est un cours avancé, j'étais tellement, oh mon Dieu, j'étais tellement intimidée par... Tu sais, je me souviens qu'il y avait un homme qui était assis dans la pièce en lotus, donc assis comme les jambes croisées, là. Puis, il a mis ses mains au sol, il a poussé sur ses mains pour lever ses fesses, puis il a fait un équilibre sur les mains. Là, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Fait que ça a été comme ma première expérience, mais j'ai poursuivi, j'ai décidé de continuer. Puis, il y a un cours à un moment donné qui me fait tomber en amour avec le yoga. Des fois, c'est d'attendre le déclic. Puis, je pense que c'est pas pour tout le monde, le yoga, mais je pense qu'il y a tellement de différents styles de yoga, il y a tellement de différentes approches, dépendamment de l'enseignant, que je pense que tout le monde a l'opportunité d'y trouver son compte. Et dans toute pratique, c'est la persévérance, surtout. Oui, aussi. Quand on trouve pas le goût, c'est pas parce que la première classe est pas bonne que... Non, c'est ça, qu'on peut pas trouver à quelque part la formule qui nous convient, là. Exact. Et pour l'astrologie? Pour l'astrologie, en fait... je pense que le déclic s'est fait à travers ma pratique de yoga, où est-ce que, quand j'ai commencé à pratiquer plus sérieusement, avec une rigueur puis une discipline, je me suis mis en fait à me réouvrir à la spiritualité de manière générale. C'était quelque chose qui, à l'adolescence, avait pris le bord un peu. Enfant, j'étais très connectée à ma spiritualité sans pouvoir mettre ces mots-là dessus, là. Puis, je l'ai perdu de vue à l'adolescence. Puis, avec le yoga, on dirait que les profs, tu sais, ils t'en parlent indirectement. Bon, il y en a qui parlaient du cycle lunaire, il y en a qui parlaient de certains textes sacrés dans le yoga. Fait que ça m'a comme réchauffé un peu à cette idée-là. Ça plantait des graines un peu. Exactement. Tu sais, avant, tu me parlais de chakras au début quand je commençais à pratiquer le yoga, puis je roulais les yeux, puis j'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur, de quoi qu'il parle? Mais de fil en aiguille, à travers l'expérience, c'est là que tu réalises qu'il y a quelque chose, là.
Puis, ça m'a permis, en fait, à travers le cycle lunaire, de connecter avec la sagesse des astres. Okay. Fait que de dire, en fait, que c'est un peu de dire « as above, so below ». Donc, ce qui se passe dans le macrocosme aurait un impact sur le microcosme. Donc, c'est très symbolique, en fait, comme langage, l'astrologie. Puis, pour moi, ça a vraiment commencé avec le cycle lunaire. Donc, très simplement, de suivre les nouvelles lunes, de suivre les pleines lunes. Parce que dans le Ashtanga Yoga, qui est un yoga que j'ai pratiqué dans mes débuts à Ottawa, on ne pratique pas les jours de pleine lune et de nouvelle lune. OK. Parce que c'est dans la tradition, puis si je ne me trompe pas, il y avait des risques de... En fait, c'est que si tu te blesses pendant une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est plus difficile de se remettre de sa blessure. Dans la tradition du Ashtanga, en tout cas. OK. Puis c'est des moments de pause aussi. Donc, ouais, c'est à travers le cycle lunaire que je me suis mis à m'y intéresser. Puis dans un party, à un moment donné, on m'a demandé c'était quoi mon signe. J'ai dit que j'étais Scorpion, puis on m'a dit « Ah, t'es pas gênée de le dire que t'es Scorpion? » Et en toute bonne Scorpion, ça a piqué ma curiosité. Et là, je suis tombée dans le vortex de l'astrologie complètement. C'est comme une porte qui s'est ouverte. J'ai plongé dedans, puis j'en suis pas encore sortie à ce jour. C'est tout un monde, hein? Oh mon Dieu, c'est tout un monde. Ce que j'espère transmettre à travers ce que je fais, c'est je vais le dire comme ça, de complexifier l'astrologie. Tu sais, on le voit comme quelque chose de très bête et de très simpliste. Quand c'est extrêmement technique et extrêmement nuancé. Puis, c'est de ramener un peu cette vision-là de l'astrologie que c'est une lecture unique des événements, de nos personnalités, puis qu'il y a vraiment, énormément de richesse dans ce savoir-là si on se permet de creuser un peu plus loin que ce qui nous a été dit à travers les horoscopes dans le journal, toutes ces affaires-là. Pour parler un peu de monde, d'autres mondes, tu fais aussi partie d'un monde très particulier parce que donc sur ton site, tu dis que tu es une sorcière des temps modernes. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu entends par là? Oh mon Dieu! Grosse question. Ben, le terme sorcière peut faire référence à des concepts très spirituels. Donc, je te dirais que pour moi, ça s'inscrit en 3 temps. Le niveau, 2 temps et demi, on va dire. Donc, côté spirituel, il y a l'aspect de la connexion avec la nature. Donc, la sorcière, surtout dans le temps, c'était la sage-femme, c'était l'herboriste qui savait utiliser les plantes, la nature, puis qui comprenait ses cycles pour nous aider pour guérir sa communauté. Donc, c'est de comprendre comment on peut utiliser les forces de la nature, travailler avec la nature dans une optique de guérison. Il y a aussi l'aspect d'empuissancement, fait que de comprendre que, par exemple, on n'utilise qu'une très faible partie de notre mental, de notre cerveau. Fait que comment est-ce qu'on peut utiliser la force de notre mental pour créer ou pour manifester notre vie selon notre volonté. Fait que c'est vraiment cette notion-là d'empuissancement. Puis selon moi, la 3e branche, si on veut, qui est, oui, spirituelle, mais aussi très politique, c'est la notion d'activisme. Donc, la sorcière, c'était celle qui habitait en périphérie du village, qui n'appartient à personne, mais qui est prêt à aider chaque être humain, indépendamment de sa hiérarchie, de ce qu'il fait dans la vie, de son genre, de qui il aime, en fait. De qui il est, exactement. Fait qu'il y a vraiment cette notion-là, selon moi, d'inclusivité avec la sorcière. Puis c'est sûr qu'on peut le placer aujourd'hui dans un contexte encore plus politique, où est-ce que c'est une figure féministe par excellence, la sorcière. Tout à fait. C'est un des seuls archétypes féminins, sinon pas le seul, qui place la femme, ou c'est un terme non-genré, en fait, sorcière. Le terme witch, à la base, comme mot, l'étymologie du nom est non-genré. D'accord. Donc, autant un homme, une femme, ou que n'importe quelle personne non-binaire peut s'identifier comme telle. Puis, c'est cette notion-là, en fait, que ça place l'être humain en étant en pleine possession de son pouvoir. Donc,
à l'extérieur d'une relation avec une autre personne. Si on pense aux archétypes féminins, comme la mère, la femme, l'amoureuse, la prostituée, ben ce sont tous des archétypes qui nous placent en relation avec quelqu'un d'autre. Exact. Et souvent un homme. Mm-hmm. Donc, pour cette raison-là, c'est un archétype qui est très fort chez les féministes, surtout en ce moment, je te dirais. Il y a des personnes qui s'identifient comme sorcières sans être dans l'ésotérisme du tout. Tout à fait. Pour moi, c'est un mélange de tout. Ouais, c'est un mélange de tout ça. Donc, autant politique que spirituel. Donc, ça répond un peu à ma prochaine question, mais je me demandais si tu pensais que les sorcières avaient une place dans la société actuelle. Absolument. Moi, je te dirais même que selon moi, les sorcières détiennent des pistes de solutions pour sauver le monde, qui est justement à travers la reconnexion avec la nature, à travers l'inclusivité, à travers un mode d'appréhension du monde qui est beaucoup moins rigide et dans la division, et beaucoup plus dans l'accueil, puis dans un mode de pensée qui est comme plus inclusif, mais aussi plus cyclique, plus empathique, plus dans l'accueil de la différence, je te dirais. Donc, ouais, je pense que non seulement les sorcières ont leur place, mais je pense qu'elles sont nécessaires à ce qui nous attend dans les prochaines années. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un peu de ce qui t'avait ouvert les yeux au yoga. Ouais. Dans le premier épisode de la deuxième saison de ton podcast Mythique, tu nous parles d'un voyage au Pérou qui t'a ouvert les yeux notamment sur le yoga, si je ne me trompe pas. Ça a été ma première formation professorale. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça? Oui, absolument. Quand on décide de faire de l'enseignement du yoga notre métier, il faut faire une formation pour ça, idéalement. Puis en général, c'est un 200 heures, la formation de base. Et c'est très, très, très de base. Puis, moi, je cherchais à le faire d'une manière intensive, donc en 1 mois, 21 jours, en fait. Puis, de jumeler ça avec un voyage, je trouvais que c'était l'occasion parfaite de comme vraiment déconnecter puis de s'immerser dans ces apprentissages-là. Oui. Puis, ça a été une décision très intuitive. En fait, j'avais jamais pensé voyager au Pérou avant. C'était pas un rêve que je caressais depuis longtemps. J'ai juste regardé des formations. J'ai trouvé celle-là qui était une formation mystique à saveur chamanique. Donc, on travaillait beaucoup avec des chamans péruviens. Il y avait énormément de rituels inclus là-dedans. Puis, j'ai juste décidé de m'inscrire sur un coup de tête un peu. J'ai été super appelée par ça. Puis, j'ai pas regretté ma décision du tout. Ça a été une formation extrêmement transformatrice. Non seulement j'ai appris à enseigner, malgré qu'il a fallu que je fasse d'autres formations après parce que je trouvais que c'était plus une formation qui amenait un développement personnel plutôt que des notions de pédagogie, comme vraiment comment enseigner à quelqu'un qui est pas capable de s'asseoir par terre, tu sais. Je me sentais pas outillée pour ça, mais je me suis découvert. J'ai vraiment appris à retrouver mon essence, à explorer. Tu sais, j'ai fait des affaires bizarres là-bas, là. Tu sais, on s'entend, là. Quand tu décides de faire une formation comme ça... Faut être ouvert d'esprit. Ah, 100%. Si t'es pas ouvert d'esprit, ça va t'ouvrir l'esprit. Tu vas voir, là, parce que marcher comme un serpent en montant une montagne, là, tu sais, c'était plein d'exercices qui m'ont sorti de ma zone de confort. Exact. Mais ça a été vraiment une expérience enrichissante puis vraiment magnifique. Wow. Parce que oui, 200 heures en 1 mois, ça... T'es en formation continue, dans le fond, tout le long. Puis, tu sais, non seulement t'apprends des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais en plus, tu vis des expériences en étant là-bas qui sont à l'extérieur de ce que tu pourrais vivre au Canada, là. Certain. Tu sais, c'était vraiment magique. Toi, tu es professeur de yoga yin, c'est ça? Oui. Tu peux nous expliquer un peu en quoi cela comporte? Qu'est-ce que ça comporte, le yin yoga? Ben, je te dirais qu'en ce moment, surtout dans l'industrie du yoga, par exemple, à Montréal, il y a comme un type de yoga qui est très populaire qui s'appelle le vinyasa. Du vinyasa, c'est de bouger avec une intention particulière, puis ça a un rythme en général qui est un petit peu plus actif, où est-ce qu'on bouge souvent une respiration par mouvement. Donc, c'est plus dynamique, c'est plus
C'est un yoga qui est entre guillemets un peu plus sportif. Tu sais, t'as beaucoup de gens, surtout dans le yoga show, qui remplacent le gym par ce genre de yoga-là. Du yin yoga, l'intention est d'amener un étirement beaucoup plus profond dans le corps. Donc, on parle d'un type de yoga qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus passif et qui... En fait, l'intention est complètement différente parce que on travaille beaucoup avec la médecine traditionnelle chinoise aussi dans le yin yoga, puis avec le concept des méridiens, qui sont un peu comme des boyaux, des canaux d'énergie à travers le corps. Fait que, par exemple, on peut aussi travailler avec les méridiens, avec le vinyasa, mais le fait de tenir des postures beaucoup plus longtemps en yin permet le travail des méridiens plus en profondeur. D'accord. Donc, par exemple, dans un cours de yin de 60 minutes, on peut faire comme 5 postures. Dans un cours de vinyasa, t'as le temps d'en faire, je sais pas moi, une vingtaine. Donc, moi, je trouve que ça l'amène un peu plus la méditation dans la pratique. Une méditation... Il y en a qui seraient pas d'accord avec ce que je dis, par exemple, parce que oui, avec le vinyasa, ça peut être une méditation en mouvement, mais je pense que la lenteur et l'immobilité du yin, c'est ce que notre société a besoin en ce moment. C'est une méditation un peu contemplative. Oui, beaucoup plus dans l'observation, dans l'accueil. Puis le concept yin, en fait, c'est ça. Tu sais, le yang, c'est l'action, le mouvement, la chaleur. Le yin, c'est le froid, c'est l'immobilité, c'est l'observation. C'est le scorpion, finalement. Ben oui. Exact. Ben oui. Entre autres. Entre autres, je te dirais. Malgré qu'il y a quelque chose de très yang aussi au scorpion. Mes faibles connaissances en astrologie, vois-tu. Ben ouais, mais c'est vraiment intéressant de le voir comme ça aussi, de tisser des liens entre l'astrologie puis le yoga. Il y en a tout plein à faire. Mais... Ouais, je pense que le yin, ça a vraiment quelque chose à nous apporter. Puis souvent, les gens qui connaissent pas du tout le yoga, qui se disent « Ah, je vais aller m'inscrire au yoga », s'attendent à du yin. Ils s'attendent à quelque chose de relaxant, entre guillemets. Puis ils sont souvent surpris de voir à quel point c'est demandant, le yoga. Parce que, de nos jours, ce qui est le plus populaire, c'est du vinyasa. C'est dans un horaire de studio de yoga, les cours de yin, il y en a pas beaucoup, en général. Puis toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir le yin yoga? Je pense que c'est vraiment plus dans mon tempérament. Je suis quelqu'un de très chill dans la vie. Puis j'ai enseigné le vinyasa à temps plein avant, comme du 20 cours semaine, salle chauffée, et ça m'a brûlé complètement. Puis c'est mon corps qui me dit ça suffit. J'ai eu une hernie discale, marchette pendant 2 semaines, béquille pendant 2 mois. Puis c'était comme mon corps qui me disait c'est pas un rythme qui est fait pour toi. Puis pour moi, d'enseigner le yin, c'est tellement plus aligné. Je pense que c'est là que ma voix s'exprime le mieux. Je pense que c'est là que je brille le plus aussi. Fait que ça a été de prendre le risque de diminuer mon horaire. Tu sais, je pense que c'était la crainte de manquer de quelque chose qui me poussait à continuer l'enseignement du vinyasa. J'adore le pratiquer, le vinyasa. J'aime l'enseigner une fois de temps en temps, mais c'est pas sustainable, durable pour moi de l'enseigner à temps plein. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est souvent quelque chose qu'on retrouve, mais l'importance d'écouter son corps. Oh mon Dieu. Et cette phrase, elle est un peu bateau, elle est un peu cliché, on l'entend beaucoup. Et je pense personnellement qu'on ne sait pas l'interpréter, cette phrase. Ouais. Mais effectivement, dans ce que tu dis, et puis toi, vu que c'était ton métier, tu l'as vraiment senti physiquement. Mais c'est ça, d'écouter son corps, d'écouter quand il dit stop. Une hernie discale, effectivement, c'est mais j'ai pas eu le choix, puis j'aurais dû l'écouter avant, puis je l'écoutais pas. Tu devais avoir d'autres signes précurseurs. Oui, absolument. Puis tu sais, je vais t'avouer que les profs de yoga sont souvent des cordonniers mal chaussés. Puis c'est pas leur faute, c'est pas notre faute. Je vais m'inclure là. Ben, oui, on a un port de blanc, on s'entend. Mais je pense aussi que le modèle d'affaires des studios de yoga puis de l'enseignement du yoga est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est très difficile de gagner sa vie en faisant ça à temps plein. Puis on n'en parle pas beaucoup de ça. Puis je trouve que c'est un sujet qu'on devrait beaucoup plus aborder parce qu'il y en a de plus en plus des profs de yoga. Puis c'est pas rare de voir un prof de yoga qui fait un burn-out. D'accord. Puis on s'imagine qu'on respire le bonheur puis le namasté, là. C'est pas ça pantoute, là. Pas ça du tout qui se passe. On apprend de nos erreurs. Puis on apprend à trouver son rythme aussi dans l'enseignement. Pour toi, quels sont les bienfaits du yoga? Qu'est-ce que le yoga, pratiqué au quotidien ou non, peut apporter à quelqu'un?
Moi, je pense que ça va être très simple, ma réponse, puis c'est la présence dans le corps. Je pense qu'on est surtout avec la manière que notre monde fonctionne en ce moment, on vit dans notre tête. On est toujours en train de penser à la prochaine tâche qui s'en vient, notre to-do list, les choses qu'on a à faire. On vit de manière très cérébrale, puis c'est très rare qu'on s'assoie pour se dire « Ah, je ressens mes bras ». Puis ou n'importe quelle autre partie du corps. Puis je le vois beaucoup dans l'enseignement quand, par exemple, tu demandes à des gens « Amène ton pied droit près de ta main gauche ». Tu sais, une indication si simple que ça, les gens trouvent pas leur pied. C'est ça. Les gens ont de la misère à avoir une conscience de leur corps physique. Puis, c'est quelque chose qui est tellement essentiel à la gestion du stress, à l'équilibre, à être bien dans son corps, à être conscient des messages que notre corps nous envoie. Tu sais, juste si tu as un petit débalancement dans ton corps, puis que tu as une pratique qui t'amène à être présent dans ton corps, tu vas le savoir dès le début. Tu n'auras pas à attendre que ça soit insoutenable pour agir. Fait que je pense que c'est surtout ça que ça peut amener aux gens. C'est sûr que ça peut amener beaucoup plus que ça, mais je pense qu'on a tous à gagner de ça. Je suis d'accord. Et je pense aussi que c'est effectivement c'est se donner du temps aussi, tu sais, moi par exemple je pratique du yoga, pas tout le temps, mais quand je le fais, je me prépare et je me dis ok, je vais avoir 1 heure dans ma semaine ou dans mon week-end où je sais que c'est dédié à ça. Et c'est dédié pour mon corps, c'est dédié pour mon mental, c'est dédié pour ma santé, c'est dédié à absolument tout. Et c'est cette partie de... Tu sais, quand on dit faire attention à soi, etc., c'est pas nécessairement regarder Netflix, manger du popcorn, puis rien faire. C'est aussi se donner la chance de faire une activité qui va nous donner, qui va éveiller notre conscience. C'est s'offrir un moment. Puis tu sais, il faut pas oublier aussi que la pratique physique du yoga, c'est une infime partie de ce qu'est le yoga. Fait que moi, j'aime beaucoup le fait que la pratique physique s'inscrit dans une manière de penser où est-ce que, par exemple, il y a des principes éthiques au yoga comme la non-violence. Donc, quand on pratique le yoga, ben, on doit le faire d'une manière qui est non-violente pour nous, non violente pour la planète aussi. Fait que ça s'inscrit dans quelque chose de tellement plus intègre et de tellement plus grand que si, par exemple, on fait de la course à pied. Tu sais, oui, le mouvement est bon, oui, tu rentres dans ton corps, mais il y a des guidelines qui sont peut-être absents de la course à pied, par exemple. Je veux rien enlever aux coureurs, je suis très contente pour vous que vous couriez, là, mais je pense que c'est important de rappeler que le yoga, ce n'est pas qu'une pratique physique. Par rapport au yoga yin, est-ce que quand tu parles et quand tu enseignes, est-ce que tu donnes des points de réflexion pendant que tu dis de faire certains gestes? Par exemple, réfléchissez à... Je dis n'importe quoi parce que j'en sais rien, mais réfléchissez aux moments un peu plus difficiles dans votre vie pour arriver à comprendre le noyau de votre problème, ou est-ce que c'est vraiment juste centralisé sur le corps physique? Ça dépend. Je te dirais qu'il y a quelques années, j'y allais plus dans des réflexions personnelles comme ça. Puis là, je trouve ça tellement important de déconnecter de sa tête puis d'arrêter de réfléchir que j'essaie de pas amener des pistes de réflexion qui pourraient faire tourner le petit hamster, là. Puis tu sais, ceci étant dit, quand j'amène des pistes de réflexion, je vais les garder très simples. Puis je vais inviter les gens à ne pas analyser la question, mais à laisser la question se déposer puis à laisser la réponse émerger. Donc mon but c'est pas de faire penser les gens un peu plus, je pense que les gens en ont en masse de ça. Je confirme. Puis le défi avec du yin, étant donné qu'il y a plus d'absence de mouvement, fait que moins de manière de divertir son mental, c'est que tu fais face à ton mental. Fait que le but c'est d'essayer de calmer un peu ce qui se passe dans la tête, puis d'essayer de trouver un peu plus d'immobilité au niveau mental. Fait que j'essaie de pas trop faire réfléchir les gens. On va passer à ton second amour après le yoga, mais l'astrologie donc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les principes premiers de l'astrologie pour ceux qui n'ont jamais vraiment compris? OK. La manière que moi je le dirais, ça serait que
ça part d'une vision du monde où est-ce que l'univers est un organisme en soi, qui est doté d'une intelligence que notre petit cerveau humain ne comprend pas. Puis que dans les astres, c'est comme s'il y avait des patterns ou des schémas, si tu veux, qui sont inscrits dans les astres et qui sont représentatifs de patterns que nous, on peut vivre dans notre existence. Fait que c'est une manière un peu de nous décoder nous-mêmes en essayant de décoder les astres et les planètes. Moi, je l'aborde d'une manière qui n'est, je veux pas dire qui n'est pas, mais qui est très peu prédictive. Fait que mon but, c'est pas de dire « Ah, dans 5 ans, tu vas déménager, attention, ta santé dans 10 ans. » Tu sais, je vois pas ce qu'il y a dans Puissance 100 à se faire dire exactement ce qui va arriver. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de dire l'astrologie peut te donner une boussole dans la vie pour t'aider à te développer de la meilleure manière possible pour toi. Puis je pense que c'est d'autant plus intéressant maintenant dans la vie parce qu'il y a tellement d'interférences avec les médias sociaux, avec l'ère de communication. C'est comme, tu vois tout le monde agir autour de toi, puis c'est difficile de pas être influencé par ce qu'on voit. Puis l'astrologie nous ramène à nous, selon notre carte du ciel, fait un peu comme une photo du ciel au moment, à l'heure et à l'endroit de notre naissance. On peut trouver des pistes de solutions à savoir, OK, mais qu'est-ce qui est important pour toi en amour? Qu'est-ce qui est important pour toi de réaliser dans ta vie? De quoi tu as besoin, toi, pour nourrir ton âme? Puis c'est pas la même chose que ce que ton conjoint ou ta conjointe ont besoin. Puis de ce que ton coach de vie, peut-être, essaie de dire que fonctionner pour lui. Mais pour toi, ça va être vraiment spécifique à toi. Fait que ça l'amène, je trouve, une vision de l'humain qui est beaucoup plus nuancée, l'astrologie. C'est apprendre à écouter son oreille interne aussi, peut-être. Oui, absolument. Absolument. D'où penses-tu que cette nouvelle passion pour l'astrologie vient? Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a vraiment un engouement assez général autour de l'astrologie. Je suis la première victime de ça. Ça va de la tendance à lire son horoscope tous les jours à une manucure, pédicure à thème astrologique. Donc, d'où vient tout cet engouement, penses-tu, récemment, ces dernières années? Je répondrais de 2 manières. La première, ça serait qu'on vit des temps difficiles dans l'humanité. Je pense que de plus en plus, on devient pessimiste par rapport au futur de la race humaine. Puis que quand on vit des moments de confusion, d'incertitude et de noirceur, la spiritualité, c'est ce qui peut nous aider à nous animer, à trouver des pistes de réflexion, à nous conforter. Puis je pense que l'astrologie, c'est un aspect de la spiritualité ou une tradition, si on veut, dans la spiritualité, où est-ce qu'on n'a pas besoin d'un intermède. Oui, l'astrologue, OK, là, qui explique le langage, mais tu sais, si par exemple, puis je suis très ouverte à toutes les religions, j'ai énormément de respect pour la spiritualité de chacun, mais moi, ce qui me parlait dans l'astrologie, c'est que j'ai pas besoin d'un curé pour me dire qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. J'utilise ma carte du ciel, je fais mes propres recherches, puis je réussis à naviguer à travers ça. Fait que c'est un type de spiritualité qui est beaucoup plus en puissance-ante. Je reviens beaucoup à ce concept-là parce que je trouve ça très important. Puis de l'autre côté, je crois que dans le monde, on a beaucoup vu, on a beaucoup analysé les choses d'une manière qui était très polarisé entre le féminin et le masculin. T'es un homme, t'es une femme, tu rentres dans telle ou telle catégorie. Le bon, le mauvais, le c'était noir, très le blanc. dans une dualité. Exact. L'astrologie, déjà à la base, puis encore là, je suis pas d'accord avec ça, nous offre 12 boîtes, les 12 signes astrologiques. Fait que pour des personnes qui s'identifient pas, par exemple, à un genre en particulier, ou qui cherchent à nuancer un petit peu le tout, ça l'offre une manière d'organiser un peu cette nuance-là ou de s'analyser soi-même, de s'explorer soi-même avec un langage qui est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus unique. Donc, je crois pas qu'on peut se placer dans une des 12 boîtes parce qu'on n'est pas un signe, on est de tous les signes. Fait que ça permet d'organiser l'exploration personnelle et l'introspection. Puis je pense que ça aussi, dans l'optique où est-ce que notre monde commence à sortir de cette dualité-là, puis à se dire, OK, non, t'es pas nécessairement un homme ou une femme. Tu peux être plein de choses. Tu peux être entre les deux, tu peux ne pas t'identifier à ça. Fait que ça offre une manière de
de s'identifier, je pense. Il y a quelque chose de très rassurant, étrangement, à savoir qu'on n'est pas ancré dans quelque chose, en Ouais, fait. exactement. Puis je pense que, il y a beaucoup de gens qui aiment s'identifier à leur signe. Tu parlais justement, des manicures où les gens vont porter un collier. Moi, je suis Scorpion. Fait que, tu sais, tu fais partie de cette gang-là. Puis c'est une manière aussi d'exprimer aux gens quel genre de personne tu es. Tu sais, les gens, si t'as un collier qui dit que t'es Scorpion, ben les gens s'attendent à ce que tu sois une personne un peu plus mystique, qui peut-être gravée dans l'occulte, Exact. qui aime les mystères, qui va avoir une manière de penser très détective et incisive, tandis que si t'affirmes que t'es un Verseau, ben les gens... C'est moi! C'est toi, ça? C'est drôle que j'aie choisi ce signe-là. Ben t'es quelqu'un qui aime sortir des sentiers battus, qui aime faire à ta tête, qui aime mettre de l'avant ce qui est unique en toi, puis qui doit... c'est un peu les extraterrestres, le Verseau. C'est exactement ça! Je sais pas le dire, mais c'est comme les extraterrestres de la gang. C'est ça. Fait que c'est une manière de nous identifier, puis je pense aussi que c'est correct de se faire du fun avec ça, là. Tu sais, c'est correct de vouloir s'identifier à quelque chose, puis c'est correct de rendre ça le fun. Puis souvent, les gens, ils aiment ça hate sur l'astrologie, tu sais, ils aiment ça ridiculiser ça, puis dire, ben oui, c'est ça, t'es Verseau, moi aussi je suis Verseau, on n'est pas pareil. On peut-tu se faire du fun? Tu sais, on peut-tu avoir du fun avec ça aussi? C'est si grave que ça, là? C'est ça. En autant, puis tu sais, il y a des gens qui utilisent l'astrologie pour expliquer des manières d'être, puis de se déresponsabiliser. Oui. Puis ça, je suis pas d'accord avec ça, pas en tout. Je pense que l'astrologie devrait être utilisée pour évoluer et non pas juste pour dire ouais, ben moi je suis très moody puis des fois je suis méchante avec les gens, ben ça c'est parce que je suis Cancer, fait qu'il faut que je vive avec. Non. Genre, gère-toi, là. C'est ça, exactement. On peut changer quand même malgré tout. Oui, absolument. On n'est pas tu ancré peux dans canaliser le signe, ça, exact. Quel est un mythe de l'astrologie que tu penses qui serait très important de briser? Ah, les matchs amoureux. Mon Dieu. Plus capable. Plus capable de ça. Oui, tu peux, en faisant la carte du ciel de toi et de ta tendre moitié, tu peux voir quels sont les aspects qui vont être les plus harmonieux avec la personne, où est-ce que ça va facilement fonctionner, où est-ce que vous allez avoir du travail à faire, mais on appelle ça une synastrie, quand je prends ta carte du ciel, celle de ta tendre moitié, et que je fais l'analyse des deux ensemble. Mais de dire, toi t'es Verseau, ta tendre moitié est Lion, alors non, c'est impossible que ça marche, c'est de simplifier la chose à un niveau tellement idiot et rudimentaire. Puis ça, c'est la question, à chaque fois, ça me fait rouler les yeux, puis j'ai envie de soupirer très fort. Puis c'est tout le temps la question qui revient. Ah ouais? Moi, je suis ça, ma blonde est ça, on est-tu fait pour être ensemble? Je le sais pas. Et ça me prend plus d'informations que ça. Puis non seulement, ça va dépendre de vos cartes du ciel au complet, parce que, tu sais, oui, t'as un soleil, mais t'as Mercure, t'as Vénus, t'as tellement de choses dans une carte du ciel. Mais en plus, ça dépend comment toi, t'es prêt à travailler sur ta relation. Il y a pas juste l'astrologie, là. Il y a l'expérience aussi, là. Puis il y a la personnalité aussi. Il y a beaucoup de choses qui font que, c'est pas unidimensionnel. Il y a tellement de choses que... Fait que les matchs amoureux, c'est un gros mythe qui Brisons ce mythe aujourd'hui, maintenant. Ah ouais, ça me gosse terriblement, celui-là. Sinon, je te dirais, c'est la mentalité que l'astrologie, c'est de classifier les humains en 12 petites boîtes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Exact. Surtout qu'avec l'astrologie, on va pas rentrer dedans parce que je pense que c'est encore 3 heures de conversation, ça, mais tout ce qui est les ascendants aussi. Oh mon Dieu. Parce que ça dédouble du coup, tous les signes, quoi. Enfin, donc c'est, effectivement, c'est 12 très boîtes. complexe, l'astrologie. Exact. Mais c'est une belle science, je trouve, même à s'intéresser, y aller petit à petit. Ah, ben t'as pas le choix. Oui, non, c'est ça. Écoute, impossible de... perdu. Ah oui, moi, je dis tout le temps, l'astrologie, c'est une langue. Si tu veux apprendre l'espagnol, tu peux pas étudier l'espagnol une semaine, à moins que tu sois un génie, là, puis t'attendre à le parler couramment. Ça se fait à travers les années, ça se fait à travers l'expérience, t'écoutes des films, tu lis des livres, t'apprends à te mettre dans des contextes où est-ce que tu parles ce langage-là avec des gens, puis ensuite tu le raffines. Au début, tu parles comme un enfant de 4 ans, là, t'as à peine les gros termes, puis très finalement... rudimentaire. Exactement, mais t'apprends à le développer avec le temps. Avec cette nouvelle mode de l'astrologie, justement, est-ce que tu penses que y a des risques à ce que l'astrologie soit mal pratiquée à l'heure actuelle? Ben oui, c'est sûr et certain. Je le vois déjà arriver. Je pense que c'est tellement pas régi, l'astrologie.
c'est pas régi. Donc, tu sais, puis c'est très confrontant pour moi en parler parce que j'ai pas fait de formation officielle en astrologie. Il y en a pas vraiment. Tu sais, je peux pas faire un baccalauréat en astrologie. Donc, même moi, je suis confrontée à ça dans ma pratique. Ou est-ce que je me remets souvent en question, tu sais, est-ce que je suis prête à pratiquer? Est-ce que c'est correct pour moi de faire une carte du ciel à quelqu'un? Parce qu'il y a une grosse responsabilité qui vient avec ça. Les gens viennent vers toi avec souvent une certaine vulnérabilité. Fait que si t'as lu à quelque part que tel placement fait en sorte que souvent on a observé que les gens se suicidaient par rapport avec ça. Puis que toi, en tant qu'astrologue, tu vas te dire ça à quelqu'un. Et c'est énorme l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un, ça, là. Fait que c'est de faire super attention à la manière que tu transmets l'information, à être très conscient de la vulnérabilité de la personne qui est en face de toi, puis à toujours mettre la balle dans le camp de l'autre personne. Moi, je te dis pas qui tu es, je te lis ta carte du ciel. Et ça, c'est très différent. C'est important de faire la différence. C'est ta responsabilité à toi d'incarner ta carte du ciel le plus que tu peux. Je pense aussi que niveau formation, ça, c'est un côté qui, pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais moi, j'ai beaucoup de misère avec les gens qui offrent des formations et qui ont très peu d'expérience en pratique. Donc, tu sais, c'est de faire attention à de qui vous prenez des formations. Il y a tellement de place au charlatanisme. Il y a tellement de place à l'exagération ou à la malpratique. C'est sûr. C'est certain. Il faut juste s'éduquer en amont même de tout ça. Oui. Connaître les personnes peut-être qui soient plus aptes à donner des informations, etc. Oui, puis c'est aussi de se souvenir qu'il n'y a rien qui va remplacer, tu sais, par exemple, si vous êtes dans un grand moment de vulnérabilité, tu sais, oui, l'astrologie peut offrir des indices, mais il n'y a rien qui va aider autant que quelqu'un qui t'aide en santé mentale, tu sais, l'aide d'un thérapeute, d'un psychologue qui est certifié. Fait que ça peut complémenter, mais ça peut pas remplacer. C'est quelque chose que je me dis souvent, même par rapport Enfin, je pense pas que ça puisse être comparé à ça, mais les médecines alternatives, par exemple. Je dis toujours, la médecine alternative, moi, j'y crois à 100%. Et puis, je pense que justement, faire juste de la médecine alternative, dans certains cas, ça ne suffit pas. Non. Et je pense médecine orientale et médecine occidentale ensemble, c'est ça qui crée le meilleur résultat. Et donc, je pense dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. Oui, puis ça dépend du niveau de la crise. Tu sais, si c'est quelqu'un qui est en dépression majeure depuis super longtemps puis qui a de la misère à s'en sortir versus c'est quelqu'un qui se pose une question à savoir quelle est sa mission de vie. C'est pas la même charge émotive, il n'y a pas les mêmes dangers, les mêmes risques. Fait que je pense qu'en tant que personne qui pratique l'astrologie, c'est important d'être consciente des limites puis du potentiel d'impact qu'on peut avoir sur la vie à quelqu'un. Pour quelqu'un qui commence juste à s'intéresser à l'astrologie à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme première étape à franchir ? D'écouter mon podcast. Parfait! Donc, j'ai un podcast qui s'appelle le podcast Mystique, que, dans le fond, j'ai redébuté à partir de janvier 2020. J'en sors un par semaine, donc on parle beaucoup d'astrologie, de tarot, de tous les sujets mystiques. Puis, de la même manière que je disais, tu sais, que c'est un langage, qu'on doit se familiariser avec le jargon, des podcasts, c'est une super belle manière de le faire parce que des fois, on comprend pas tout ce qui est dit. Il y a certains aspects de la conversation qui glissent entre les cracks un peu, mais c'est de la pratique. On apprend à se familiariser. Fait que je pense que l'écoute de podcasts, ça peut beaucoup aider. Sinon, je dirais d'acheter un livre d'introduction à l'astrologie. Il y en a très peu en français, malheureusement. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle The Inner Sky, qui est en anglais, qui a été écrit par Steven Forrest, qui est un excellent astrologue, qui est dans le courant de l'astrologie évolutive. Alors, pour les gens qui, justement, essaient de sortir de l'aspect déterministe et prédictif, je pense que Steven Forrest est excellent. Je dirais lecture, podcast,
Il y a des applications aussi qu'on peut avoir sur notre cellulaire, comme CoStar est intéressant, malgré que des fois, c'est un peu grossier, là, c'est un peu niaiseux des fois. Mais il y en a un qui s'appelle The Pattern. Oui. Malheureusement, il explique pas le jargon astrologique, comme ils vont pas faire des liens entre ce pattern-là est là à cause de tel aspect astrologique. Mais je le trouve très bon, cette application-là. Vu qu'on a parlé de ton podcast, qu'est-ce qui t'attend en 2020 en termes de projet? En termes de projet, donc l'apparition de mon livre. Donc, je suis en pleine écriture en ce moment. Ça, c'est le plus gros projet, je dirais, de 2020. Sinon, il y a quand même pas mal de promos, dans le sens que j'ai fait une série qui est parue au mois de novembre, qui s'appelle Entre les cartes, qui est des entrevues basées sur le tarot, sur le site de Sympathico. Donc ça va être la promotion de ça. Quoi d'autre? Des chroniques avec Salut Bonjour sur le web. Le podcast va me prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Je veux beaucoup m'investir là-dedans. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver, mais que je sais pas encore. Je suis très ouverte à l'inattendu cette année. Puis je suis très excitée de ce qui s'en vient. Puis aussi, écriture, oui, il y a le livre, mais je vais écrire une série d'articles pour Sympathico aussi, en lien avec l'astrologie. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Beaucoup de belles choses dans les astres. Oui, en effet. Pour clore le tout, je pense que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, le Bota Bota, on est une entreprise qui prône le bien-être et tout ce qui va avec. Et donc pour toi, comment est-ce que tu arrives au quotidien à t'apporter du bien-être? Comment est-ce que tu arrives à te donner du temps pour écouter ton oreille interne? Je te dirais que dans ma pratique personnelle, le tarot m'aide beaucoup avec ça. Donc, moi, je suis très fervente de l'utilisation des cartes pour mousser nos réflexions personnelles. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je me garde un moment. L'écriture fait beaucoup partie de ma vie aussi. Donc, je m'assois, j'ai mes cartes de tarot, j'ai mon journal, je pige une carte, puis ça démarre un processus d'écriture. Fait que j'écris à partir de ça, ça me permet d'organiser mes pensées, de prendre du recul sur ce qui est présent à l'intérieur de moi. Puis à part cette pratique-là d'écriture et de tarot, pour moi, le yoga, c'est ma pratique aussi. Forcément. Puis le fait de moins l'enseigner, j'enseigne comme 4 cours semaine, me permet de le pratiquer avec tellement plus de joie et d'engouement. Donc, je pratique environ 2-3 fois par semaine. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Super. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Cela fait maintenant 10 mois que Vanessa et moi avons enregistré cet épisode à l'Hôtel Gold. Je prends quelques minutes aujourd'hui pour l'appeler et prendre de ses nouvelles depuis que le monde a complètement changé. Oui, allô? Allô Vanessa? Allô Constance, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Vanessa se concentre aujourd'hui sur la gratitude qu'elle porte envers sa situation actuelle. La chance d'avoir conservé son emploi et d'être entourée de ceux et celles qui lui sont chers. Comme la majorité des gens, à chaque fois que je demande aux gens comment ça va, c'est tout le temps, il y a des hauts, il y a des bas, puis je pense que c'est quelque chose qui est presque toujours vrai. C'est rare que c'est un long fleuve tranquille, mais j'ai l'impression que les hauts et les bas sont un peu comme exacerbés ces temps-ci. Suite à la réapparition d'une blessure au dos, elle ne pratique plus autant le yoga ces derniers mois. Je dirais qu'en ce moment, ma pratique tourne plus autour de la méditation. En ce moment, je fais un défi de méditation de 21 jours qui m'aide énormément à me donner un rythme à mes semaines, à mes journées. Donc ça c'est quelque chose sur quoi je m'appuie beaucoup. L'astrologie, et plus spécifiquement le tarot, lui sert actuellement de boussole. Un guide qui lui permet de digérer et d'exprimer les événements de la dernière année. Avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi dans mon travail, dont la décision d'offrir ma première formation de tarot. Donc, je baigne vraiment beaucoup dans ce sujet-là. Je l'utilise à des fins de réflexion, pour prendre soin de moi, pour aider à un certain processus créatif aussi. Donc, je pense que je me suis un peu plus retournée vers ça dans les derniers mois. Je trouve ça cool d'être mis dans une situation où est-ce qu'on sent qu'on se fait dérober un peu de notre pouvoir, justement, où est-ce que ça nécessite beaucoup d'abandon, ça nécessite beaucoup de lâcher prise, ce qui n'est pas dans mon fort. Bien que peu enjoué par le dicton, tout arrive pour une raison.
Vanessa voit le potentiel d'aller chercher des leçons et des apprentissages dans tout ce qui peut nous arriver. J'ai l'impression que l'univers nous a fait un cadeau déguisé, en fait. Je pense qu'on l'a vu collectivement, autant avec le Black Lives Matter, avec les vagues de dénonciation au Québec et tout ça. Fait que je pense qu'il y a vraiment un potentiel fort pour nous amener à nous transformer, à transformer notre culture. Une chose qu'on dit en ésotérisme, c'est qu'après une contraction, fait qu'après un moment d'inconfort, il y a toujours un moment d'expansion, puis d'ouverture, puis de réalisation, de révélation. Il y a une lumière au bout de ce tunnel-là, mais pour voir la lumière, je pense qu'il faut vraiment accepter de plonger dans les zones un peu plus sombres. Donc, je pense que c'est un travail qu'on doit faire, mais qui va être payant à long terme.